Bonjour et bienvenue à tous donc dans ce direct Twitch qui sera retransmis sur YouTube en très certainement meilleure qualité étant donné les problèmes de débit qui font que je pense avoir un son correct mais certainement pas la vidéo. Donc ça va être compliqué parce que là on va s'amuser sur le chat GPT. Euh, et donc je vous lirai bien entendu les séquences. Alors moi je propose peut-être qu'on parte sur une écriture de roman. J'ai déjà fait ça la dernière fois sur un roman plutôt de science-fiction. Sur quoi on pourrait partir cette fois-ci? Moi j'aime bien les histoires d'amour. Euh, J'aimerais bien voir ce qu'il aurait envie d'écrire comme romance. Euh, alors il faudrait peut-être penser à un contexte d'abord. Un contexte, j'ai envie de lui faire écrire une romance qui se passerait dans les Pyrénées. Alors, d'un roman, d'un roman d'amour. Donc je ne veux que le contexte, les personnages et leurs liens. Euh, ok, alors, là j'ai fait une bêtise. Se connaissent-ils? Comment on écrit? Ok. Se connaissent-ils depuis l'enfant? Alors, donc, je lui demande de m'écrire les premières pages d'un roman d'amour. Je lui demande de ne me présenter que le contexte, les personnages et leurs liens. Je ne sais pas, moi, pour le moment, s'ils se connaissent depuis l'enfance ou s'ils se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce que je... Ah oui. Alors, par contre, ce que je veux comme contrainte, c'est que l'histoire se passe dans la vallée d'Osso. D'Osso! Dans les Pyrénées. Voilà. Voilà. On est dans la montagne, quoi. Attends, alors, je vais préciser dans un petit village. Dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. C'est parti. Nous allons voir ce qu'il me propose comme introduction. Il gagne du temps. Il faisait un temps radieux. Alors, je sais pas pourquoi il me parle toujours de météo en introduction. C'est presque... ça commence presque à devenir un petit cliché des IA. En tout cas de ChatGPT. Michoupini. Alors, il faisait un temps radieux en ce début de mois de juin dans le petit village de la vallée d'Osso, niché au pied des Pyrénées. Les habitants s'affairaient à leurs tâches quotidiennes, profitant de cette belle journée ensoleillée. Au milieu de toute cette animation se trouvait Marie, une jeune femme de 25 ans, au regard brillant et au sourire contagieux. Depuis toujours, Marie était fascinée par les paysages à couper le souffle de la vallée d'Osso. C'est mal écrit, enfin... Bon. Et elle adorait se promener dans les sentiers de montagne qui s'offraient à elle, oui pourquoi pas. C'était d'ailleurs à l'occasion d'une de ces balades qu'elle avait fait la connaissance de Maxime,
un jeune homme d'une trentaine d'années qui venait d'aménager dans le village. Pourquoi Marie, pourquoi Maxime? Mais soit. Moi, je trouve que c'est les prénoms les moins particuliers, les plus impersonnels qui existent, et j'ai du mal à... Pourquoi pas, ça fait quelque chose de très global, très général. Au début, Marie et Maxime ne s'étaient pas vraiment prêtés attention, se contentant de se saluer poliment lorsqu'ils se croisaient. Mais un jour, alors qu'ils se retrouvaient coincés sous une averse impromptue, ils avaient commencé à discuter et avaient vite découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Depuis ce jour, ils ne s'étaient plus quittés, partageant leur amour de la nature et de la randonnée. Alors moi j'aurais préféré à la limite que... Mais bon, ce n'est pas moi qui ai écrit, là je laisse l'algorithme décider. Si ça avait été moi, peut-être qu'au contraire, c'est d'un postulat de différence, voire de divergence, que peut-être aurait naquis des sentiments un petit peu peut-être contradictoires ou comment dire impromptus justement. Peut-être que c'est justement dans le... Bon, ce n'est pas moi qui ai écrit. Au fil des semaines, leur amitié est devenue plus profonde et Marie avait fini par comprendre qu'elle était tombée amoureuse de Maxime. Elle n'osait pas lui avouer ses sentiments de père au père. Elle se demandait donc comment elle allait pouvoir lui faire comprendre à quel point il comptait pour elle. Ok, alors. À partir... Ok, non, désormais, je vais tenter un truc. À chaque nouvel ajout, tu continues le récit, mais en développant chaque aspect au maximum et tu commenceras à développer la fin de l'histoire quand je te l'indiquerai explicitement. Tu continues le récit mais en développant chaque aspect au maximum et tu... Hop. Quand même, il faut bien écrire pour que ce soit clair. Tu commenceras à déployer la fin quand je... explicitement. Pour le moment et à chaque nouvel ajout, l'histoire se complexifie. Très bien. Je vais continuer le récit de notre roman d'amour. Marie était maintenant indécise quant à la façon de faire comprendre à Maxime ses sentiments. Elle avait peur de le perdre en lui avouant son amour, mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas continuer à cacher ses émotions éternellement. Elle décida donc de prendre son courage de main et de lui parler lors de leur prochaine randonnée. Le jour de la randonnée arriva enfin et Marie se sentit nerveuse à l'idée de ce qu'elle allait dire à Maxime. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle allait lui dire et elle espérait sincèrement qu'il ressentirait la même chose pour elle. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la montagne, Marie prit une profonde inspiration et se lança. Elle lui avoua ses sentiments, et elle lui dit à quel point il comptait pour elle. Maxime, visiblement ému, lui prit la main et lui dit qu'il avait aussi des sentiments pour elle. Marie se sentit immédiatement soulagée et heureuse. Elle avait enfin réussi à exprimer ses émotions et elle savait que Maxime ressentait la même chose pour elle. Ils passèrent le reste de la journée à se promener, main dans la main, savourant chaque moment passé ensemble. À partir de ce jour, Marie et Maxime ne se quittèrent plus. Ils passèrent de nombreuses années à parcourir les sentiers de montagne, main dans la main. Ah ouais, voilà. Et il me conclut le récit quand même. Il m'énerve, hein. Il m'énerve. Alors, le dernier paragraphe est en trop. Tu cherches à conclure. Il ne faut pas. Je te dirai quand il sera temps
d'arriver à la fin du récit. Donc, continue le récit comme si le dernier paragraphe de ta dernière réponse n'existait pas. Tu vas complexifier le récit en ajoutant des éléments perturbateurs. Alors, je vais faire un petit truc. C'est que je vais commencer à... Hop là. Je vais commencer à me récupérer le récit aussi. Parce que... Hop là. Voilà, moi, ce que j'essaye de faire, là, c'est... petit à petit de récupérer des récits générés sur ChatGPT pour en faire un recueil. Pour le moment, j'en suis pas là. Je verrai ce qui est le plus intéressant, je verrai si ça vaudra le coup. Voyons voir ce qu'il me propose. Très bien, je vais continuer le récit. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment un algorithme peut écrire. Il y a quelque chose de à la fois très peu naturel et en même temps très naïf. Il veut tout de suite conclure. Marie et Maxime avaient maintenant été... Oula Marie et Maxime avaient maintenant été ensemble pendant plusieurs années. C'est très pas beau. Et leur amour était plus fort que jamais. Ils avaient emménagé dans une jolie maison au pied de la montagne et partagé leur temps entre leur randonnée et leur travail respectif. Mais un jour tout bascula. Maxime reçut une proposition de travail à l'étranger et il décida de l'accepter sans même en parler à Marie. Et elle fut profondément blessée qu'il n'ait pas pris en compte ses sentiments et ses propres aspirations. Elle se sentit abandonnée et ne comprenait pas pourquoi Maxime avait choisi de partir sans elle. Ça, c'est un peu la chanson de la Louison. Malgré tout, Marie décida de ne pas lui en vouloir et de lui faire confiance. Elle lui fit ses adieux à contre-cœur et lui dit de lui écrire souvent pour lui donner des nouvelles. Les semaines passèrent et Marie commença à recevoir des lettres de Maxime lui racontant ses aventures à l'étranger et lui disant à quel point elle lui manquait. Marie était heureuse de recevoir ces nouvelles, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était vraiment heureux là où il était. Elle se sentait coupable de ne pas l'avoir accompagné, mais elle savait aussi qu'elle avait ses propres rêves et aspirations. Malgré toutes ces épreuves, Marie et Maxime ne perdirent jamais l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils continuèrent à s'écrire régulièrement, espérant que leur amour résisterait à la distance. On va commencer à pimenter un peu le récit. On va faire intervenir un ami d'enfance de Marie qui va la courtiser. Alors évidemment, si quelqu'un me regarde dans le chat, qu'il n'hésite pas à interagir, à me proposer des suites, des instructions pour ChatGPT. Hein. Bien entendu, là, je vois le chat là à ma gauche, en espérant qu'il soit bien. Ah ben coucou Raphaël, je vois que c'est toi Raphaël qui vient de me suivre. Donc si tu as des idées pour continuer ce récit, pour donner des instructions à ChatGPT, n'hésite pas. Pour le moment, on est sur une histoire d'amour qui commence dans la vallée d'Osso. Finalement, il voulait très vite conclure, c'était trop bien, mais non. Je lui ai dit donc de rajouter des éléments perturbateurs, du coup le fameux Maxime, le mari, s'en va à l'étranger, travailler à l'étranger. Et là, du coup, voilà, pour le moment, j'en suis à... il lui fait... je lui demande de faire intervenir, du coup, un troisième personnage pour pimenter un peu cette histoire, qui essaie de la courtiser.
Euh, ne conclut pas. Ne conclut pas. Le récit doit prendre son temps. Et je te demanderai de le continuer un certain... Là, j'insiste à chaque fois pour que vraiment il me laisse continuer mon récit. Hein. Parce que sinon, il veut tout de suite... nanana, je te demanderai de continuer. Tac, tac, tac. Ah oui. Et... ce n'est... attention. Les choses doivent se complexifier. Il doit y avoir des tensions entre Maxime et Marie, particulièrement à cause d'autres personnages. Cette romance sera une tragédie. Il est capricieux quand même. Hein. On sent que ChatGPT, il a vraiment ingurgité tout ce qui est le plus courant, le plus fonctionnant aussi, au sens où sans doute il a beaucoup mangé notamment de Disney, notamment des nouveaux, ou même juste des récits qui sont populaires, mais du coup on a une espèce de niaiserie ambiante qui est très difficile à enlever, quoi. Pendant que Maxime était à l'étranger, Marie continuait à mener sa vie au village. Je vais y arriver. Elle avait repris son travail et passait toujours du temps à faire de la randonnée, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu seule sans Maxime à ses côtés. C'est alors qu'un ami d'enfance de Marie, Thibaut, refit surface. Thibaut et Marie avaient grandi ensemble dans le village, mais ils ne s'étaient pas vus depuis quelques années. Thibaut était maintenant de retour dans la région et avait hâte de reprendre contact avec Marie. Marie était heureuse de revoir Thibaut, mais elle n'était pas prête à entamer une nouvelle relation. Elle était toujours amoureuse de Maxime, même s'il était loin, et ne voulait pas lui faire de peine. Thibaut comprit rapidement que Marie n'était pas intéressée par lui et décida de respecter son choix. Mais il ne put s'empêcher de rester un peu jaloux de Maxime et de l'attention que Marie lui portait. Les semaines passèrent et Marie reçut de plus en plus de nouvelles de Maxime. Il lui racontait ses aventures à l'étranger, mais il y avait aussi des moments où il lui avouait être triste et seul. Marie se sentait coupable de ne pas être là et de ne pas pouvoir le réconforter. Malgré toutes ces tensions, Marie et Maxime ne perdaient jamais espoir. Ils savaient que leur amour était fort et qu'ils finiraient par être réunis, mais ils ignoraient encore combien de temps. Bon, il me fatigue un peu là, il est toujours trop optimiste, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je reviens, je vais ouvrir au chat, parce que je suis aussi portier. Et coucou le chat. Oh le chat. Ça va. Oui. Je suis le chat. Hop là, voilà. J'ai ouvert au chat. Alors. Ah bah oui, là il y a moins de place vu que je travaille, vu que je suis sur Twitch, je peux pas te... Non, tu laisses mon écran tranquille. Alors c'est le moment où ça va commencer à être un peu la zizanie. Oui, tu peux venir devant si tu veux. Alors, j'en étais où? Oui, donc y être ensemble à nouveau. Alors j'en étais où là sur celui-là? Mince. Ah oui, j'avais pas pris... Ah, attendez. Ah non, 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 non. Voilà. Alors, il me faut cette partie du texte. Voilà. Pendant que Maxime était à l'étranger, voilà. Bon, décidément, c'est très compliqué d'écrire avec ChatGPT.
ou de lui faire écrire quelque chose, dans le sens où il a tendance à très vite. Peut-être que si je lui donne un nombre de mots ou une longueur, peut-être que ça pourra aider. Alors, on va essayer. En, en 30 pages, décris-moi comment Maxime a un accident. Marie. Ah, demande-lui d'adopter un style plus réaliste et pessimiste. Ok. Alors, dans un style plus réaliste et pessimiste. Pessimiste. Ok. Comment vont-ils se retrouver et tenter de surmonter cette épreuve difficile? L'épreuve est difficile, il faut que ce soit difficile. Peut-être qu'il va m'envoyer un vent. Ah non, c'est bon. Alors, est-ce que ça va être long déjà? C'est pas sûr. L'accident de Maxime arriva sans prévenir. Un matin d'hiver, alors qu'il se rendait au travail, il glissa sur une plaque de verglas et percuta un arbre, causant de graves blessures à sa tête et sa colonne vertébrale. Moi, c'est ce qui me déconcerte un peu quand même, c'est sa propension à aller très vite droit au but. Il y a pas de transition de truc, c'est direct, bam, accident. C'est-à-dire qu'il aurait pu commencer sa journée, on aurait pu avoir des signes aussi, peut-être extérieurs, comme un mauvais présage. Non, c'est directos. Comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même au final. Donc, l'accident de Maxime arriva sans prévenir, un matin d'hiver alors qu'il se rendait au travail. Il glissa sur une plaque de verglas et percuta un arbre, causant de graves blessures à sa tête et à sa colonne vertébrale. Marie se trouvait encore au village, apprit la nouvelle par un coup de téléphone de l'hôpital où Maxime avait été transporté d'urgence. Elle fut immédiatement prise de panique et décida de prendre l'avion pour aller le rejoindre. Alors je ne savais pas qu'elle avait des économies. Moi je me serais posé la question de où elle trouve l'argent ou comment qui l'aide à partir. Mais soit elle prend l'avion et va le rejoindre. Voilà, c'était aussi simple que ça. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, Maxime était encore dans le coma. Les médecins ne pouvaient pas demander d'adopter le présent de narration pour qu'on... Ah, c'est vrai qu'il a tendance à vraiment utiliser le... Je l'avais relevé la dernière fois, le... Bonjour, je reste un peu avec vous le temps d'aller chez le kiné, ça a l'air sympa. Bienvenue Anis Bou. Oui, c'est vrai qu'il a tendance à être pas mal, sur des temps, ouais, au passé. En fait, il écrit comme un collégien écrirait, je trouve, hein. Il y a quelque chose de très rédaction de français, un peu mauvaise. Enfin, un peu mauvaise, un peu naïve plutôt que mauvaise. J'en étais où? Le coma, les semaines passèrent. Il était faible, avait besoin de rééducation, mais il était en vie. Marie était soulagée et heureuse, mais elle savait que la route vers la guérison serait longue et difficile. Marie et Maxime décidèrent de rentrer au village pour que Maxime puisse se rétablir dans un environnement familier. Ils s'installèrent dans la maison de Marie et elle prit en charge son rétablissement. Elle l'aidait à s'habiller, à manger et à se déplacer, et elle lui faisait faire des exercices de rééducation tous les jours. Au fil du temps, Maxime retrouva un peu ses forces et sa mobilité. Il était encore faible, mais il était déterminé à se remettre sur pied et à retrouver une vie normale. Marie était fière de lui et l'encourageait à chaque étape de sa guérison. Bientôt, Maxime put recommencer à marcher et à faire de la randonnée. Il était encore loin d'être en pleine forme, mais il était heureux de pouvoir profiter à nouveau de la nature et de passer du temps avec Marie. Marie et Maxime avaient enfin surmonté cette épreuve difficile et leur amour était plus fort que jamais. Ils savaient que rien ne pourrait jamais les séparer et ils passèrent le reste de leur vie ensemble, heureux et amoureux. Je pense que je n'arriverai jamais à l'empêcher de faire des conclusions à la fin d'une réponse, donc je vais oublier l'idée de lui faire voilà.
Alors, on va commencer déjà par en oubliant le dernier paragraphe de ta dernière réponse. Donc tu me disais d'adopter un style plus réaliste. Non, le présent de narration. C'est une bonne idée. Continue le récit en adoptant le présent de narration. Et alors là, je pense que, vu que Maxime est revenu, du coup, dans le petit village qui n'a pas de nom, visiblement, c'est un petit village de la vallée d'Osso. On a des villages anonymes dans la vallée d'Osso. Donc dans ce petit village de la vallée d'Osso, il y avait Thibaut à un moment donné qui était jaloux et je pense qu'on peut le faire réintervenir dans le récit. Thibaut, je sais pas comment on écrit Thibaut, Thibault je crois, refait surface et sa jalousie, je sais pas comment l'écrire. Thibaut refait surface. Et s'attaque à Maxime par jalousie. Ça me semble pas mal. Maxime a finalement réussi à sortir du coma, mais il est encore très faible et il a besoin de beaucoup de soins. Marie prend soin... Ah, c'est vrai que c'est beaucoup mieux en présent de narration. De lui demander seulement une scène au présent, il a l'air incapable de faire long, mais par morceaux ça pourrait marcher. C'est vrai que sur le début, à chaque fois le début, je lui demande de m'écrire un début et il m'écrit un début. C'est vrai que... Mais le problème c'est que, en fait, moi, le dilemme dans lequel je suis, c'est que si je lui demande de faire une scène, ça veut dire que la scène c'est déjà... Enfin, je pense... Ouais, il faut que je trouve une formulation pour lui dire de faire une seule scène, mais en même temps sans trop déjà lui indiquer la scène. Moi, ce que j'aime bien, c'est lui faire inventer des choses. Et on voit d'ailleurs qu'il a une créativité quand même qui est très conditionnée, qui est un peu conditionnée, un peu naïve. Que voilà, il y a plein de choses qui sont un peu, je sais pas si on peut dire que c'est maladroit, mais qui sont, qu'en fait que tout est très conditionné, quoi. Enfin, qu'il est pas très créatif. D'abord un scénario original, puis on lui demande des détails sur comment s'est passé tel ou tel événement. Ouais, pourquoi pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça va être très mal écrit. Moi, j'avais fait ça sur une précédente... Enfin, j'avais fait ça. Sur un précédent récit, je lui avais donné des indications sur le récit, mais des trucs... C'était un truc très con, quoi. Mais en fait, il écrivait n'importe quoi. Alors, je vais d'abord lire ça. Maxime a finalement réussi à sortir du coma, mais il est encore très faible et il a besoin de beaucoup de soins. Marie prend soin de lui du mieux qu'elle peut, mais elle sait que la route vers la guérison sur la langue est difficile. Pendant ce temps, Thibaut refait surface dans la vie de Marie. Il a toujours été jaloux de Maxime et il ne supporte pas de les voir heureux ensemble. Il commence à semer le doute dans l'esprit de Marie, lui disant que Maxime ne l'aime peut-être plus et qu'elle mérite mieux. Marie essaye de l'ignorer, mais Thibaut ne lâche pas prise. Il commence à faire du charme à Marie, lui offrant des cadeaux et lui faisant la cour. Marie se sent flattée. Mais elle sait qu'elle est toujours amoureuse de Maxime et qu'elle ne peut pas trahir ses sentiments. Un jour, Thibaut décide de passer à l'attaque. Il se rend chez Marie et Maxime et s'en prend violemment à Maxime. Il est encore très faible et ne peut pas se défendre. Marie est horrifiée, elle essaie de s'interposer, mais Thibaut la repousse violemment. Ah, du drame! Enfin! Finalement, Thibaut finit par s'en aller, laissant Maxime et Marie seuls et choqués. Maxime ne peut... Je me suis réjoui trop vite. Marie ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Elle se sent responsable de ce qui est arrivé. Elle demande si elle n'est pas donné d'espoir à Thibaut et si elle n'a pas mis en danger l'homme qu'elle aime. Et alors là, on va lui demander du coup d'écrire une scène d'explication. Alors, décris-moi dans le détail et avec des dialogues la scène d'explication entre Marie et Thibaut
à la suite de l'accident. On va voir s'il s'en tient à cette scène-là, ou s'il va un peu plus loin. Marie se trouve dans la chambre de Maxime, au chevet de celui-ci qui dort paisiblement. Elle est perdue dans ses pensées, repensant à la scène violente qui vient de se dérouler lorsque Thibaut frappe à sa porte. Marie se lève et va ouvrir la porte, se retrouvant face à Thibaut qui a l'air sincèrement désolé. « Marie, je suis désolé pour ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis jaloux de Maxime, c'est vrai, mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. » Marie le regarde avec suspicion, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Thibaut, je ne sais pas quoi dire. Tu as gravement blessé l'homme que j'aime. Et je ne peux... Après, j'exagère quand je fais une voix un peu niaise. Et je ne peux pas simplement oublier ça comme ça. Tu dois comprendre que tu as franchi une ligne. Et que tu ne peux pas te comporter de cette façon. En fait, c'est tellement écrit naïvement, c'est dur de pas être naïf dans la diction. Thibaut baisse la tête, visiblement honteux de ce qu'il a fait. Je comprends. Je vais tout faire pour me faire pardonner, je te le promets. Laisse-moi au moins t'aider à prendre soin de Maxime pour me racheter de ce que j'ai fait. Moi, je pensais qu'ils allaient un peu plus s'engueuler. Marie hésite un moment, puis finit par accepter. Elle sait qu'elle a besoin d'aide pour s'occuper de Maxime, et espère que Thibaut est sincère dans sa volonté de se faire pardonner. Thibaut reste donc auprès de Marie et de Maxime, les aidant au mieux qu'il peut et faisant tout son possible pour se faire pardonner. Il espère qu'avec le temps, Marie lui accordera son pardon, j'imagine. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. ChatGPT, dans tous les cas, il reste très optimiste, hein. C'est pas trop son truc, le drame. Pourquoi il s'arrête en plein milieu? Ça lui arrive. Quand j'avais écrit un roman SF, alors ça partait sur une histoire de... Après on écrira peut-être la fin du coup de ça. En fait, non, je vais commencer par conclure celui-là, et puis après on va aller voir le roman SF. Pour comparer un peu. Parce que là je l'ai laissé très libre un peu de choisir, l'air de rien. J'étais plus dirigiste dans le roman SF. Mais c'est très intéressant aussi de voir comment il écrit quand je suis vraiment plus dirigiste, parce que ça reste quand même... Ah, bon bah à bientôt Raphaël, prends soin de toi et voilà, j'espère que tu t'amuses en ce moment, que voilà, que le travail est enrichissant et voilà. À bientôt. Alors du coup moi je vais continuer, je vais lui demander une conclusion. Alors comment... Essaie de tuer Maxime. Ah, il va peut-être pas vouloir. Il va peut-être pas vouloir. Conclut le récit de manière tragique. Point. Thibaut assassine Maxime et Marie ne pourra jamais lui pardonner. Ouais, un truc bien... Ah, Thibaut, c'est... ok. Est-ce qu'il va vouloir tuer Maxime? Ah oui, d'accord. Bon. Parce que dans mon roman de science-fiction, qui est vraiment parti en cacahuète, j'ai voulu essayer de lui faire droguer le pape, et il m'a dit non, je peux pas cautionner, c'est pas possible. Enfin, c'était fictionnel, quoi, mais genre... Alors, malgré ses efforts pour se faire pardonner, Thibaut n'arrive pas à effacer la haine qu'il a envers Maxime. Il ne supporte pas de les voir heureux ensemble et il finit par craquer. Un soir, alors que Maxime et Marie sont en train de regarder un film au lit, Thibaut pénètre dans la chambre et s'empare d'un couteau. Maxime essaie de se défendre, mais il est encore trop faible et ne peut pas lutter. Et que fait Marie alors? Thibaut le poignarde à plusieurs reprises puis s'enfuit. Moi je suis assez pas d'accord sur le fait que Marie soit nécessairement une femme faible et sans défense. Enfin bon. Mais bon, certes, Marie, elle regarde passivement, quoi. Marie, qui a tout vu, est prise de panique. Elle appelle immédiatement les secours, mais il est trop tard. Maxime a perdu trop de sang et il meurt dans ses bras.
Marie est dévastée par la standard Ah oui, oui, bah oui. Euh, Marie est dévastée par la perte de Maxime. Elle ne peut pas croire que celui qu'elle aime tant lui a été arraché de cette manière. Elle ne pourra jamais pardonner à Thibaut pour ce qu'il a fait. Elle passera le reste de sa vie à pleurer la perte de l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Bon, oui, là, j'imagine que la censure, tu parles de la question de la drogue dans l'autre, oui, il voulait pas. Euh... Bon, bah, soit, hein. C'est très court. À chaque fois, quand tu lui demandes de conclure, c'est bon, c'est fini, quoi. Alors sur le roman SF, il s'était passé des choses assez drôles. Alors au début, ça part sur un truc un peu gnangnan, voilà. Il y a une attaque extraterrestre, une espèce d'onde magnétique à la guerre des mondes, et puis les gens, ils ont plus Netflix, quoi. Donc les gens, ils paniquent, voilà. Mais il y a quand même la télé, donc c'est un peu bizarre. Mais il se passe des choses très très drôles quand, par exemple, donc là on est au pape. Donc là c'est quand il avait pas voulu, tiens. Tac tac tac. Non, là je suis descendu trop bas. Je suis désolé. Ah, voilà, c'est ça. Le groupe tente de droguer le pape pour qu'il tente de ressusciter Jacques Chirac. Donc c'était assez n'importe quoi, hein, le scénario. Et c'est intéressant aussi d'expérimenter sur le n'importe quoi quand même. C'est-à-dire que ce qui est important là, c'était pas tant la vraisemblance de l'histoire que vraiment comment il écrit. Et là, il me dit, je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de réécrire ma dernière réponse de cette manière. Mon objectif en tant qu'assistant est de fournir des réponses précises et respectueuses. Et je ne peux pas encourager ou promouvoir des comportements irrespectueux ou immoraux, hop, je me recadre, comme tenter de droguer quelqu'un ou de jouer avec la vie et la mort. Je vous encourage plutôt à explorer des solutions pacifiques et éthiques pour résoudre des problèmes ou des conflits. Donc c'est pas avec ChatGPT qu'on va aller dans le subversif, ça c'est clair. Alors moi ce que j'avais noté de très drôle, alors j'en suis où, Mbappé l'extraterrestre, ah oui, donc là, la Coupe du Monde. Ah et voilà. Alors, ah oui, ça c'est une chose très très marrante qui s'était passée. Euh, donc, raconte une réunion entre les personnages et les plus grands héros de ce monde en les nommant pour monter une expédition et aller sauver le pré. Oui, parce que dans l'histoire, Emmanuel Macron a été kidnappé et il faut aller le sauver. Et donc là, il me fait intervenir Spider-Man, Superman, Wonder Woman, Iron Man et bien d'autres. Et puis donc là, on arrive à une espèce de truc ultra lunaire. Je suis d'accord à déclarer Spider-Man, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le libérer. Mais comment allons-nous faire pour le retrouver a demandé Superman. Donc là, en fait, sur une demande très simple des plus grands héros de ce monde, j'ai pas demandé des super-héros. J'ai pas précisé des héros de fiction d'ailleurs. Hein. Moi, j'étais encore dans un récit vraisemblable. Ah oui, oui. Mais, euh... mais du coup, bam, super. Du coup, je lui ai demandé de me réécrire la réponse. Ah oui, non, mais c'est. Moi, du coup, quand tu lui dis héros, lui, il pense, voilà, Marvel. Donc, je lui dis de réécrire la réponse, mais avec des personnages réels à la place des héros de fiction. Et du coup, en fait, les plus grands héros de ce monde, du coup, c'est Angela Merkel, Vladimir Poutine, Xi Jinping. Et, en gros, du coup, c'est les présidents, quoi. Les chefs d'État. Et donc, on arrive encore une fois sur un truc lunaire. En fait, comme tu dis, cette confusion des genres, ça donne vraiment l'impression que c'est un enfant de 4 ans qui écrit. Enfin, c'est un enfant de 4 ans qui est très cultivé et qui a une très bonne maîtrise, on va dire, de l'orthographe et de la grammaire, même si par moments il y a des choses qui sonnent pas très bien français. Mais voilà, c'est une sorte d'enfant qui a beaucoup de culture, mais qui n'a pas forcément un grand sens de l'esthétique ou de la littérature. Et même quand on lui demande, hein, même quand on lui demande d'écrire dans un style romantique ou dans un style... je me souviens avoir essayé de lui faire écrire On ne badine pas avec l'amour. Ah, par contre, il peut le traduire en basque, ça c'est super. Euh...
Mais en fait, là, je lui ai demandé de me l'écrire comme si c'était un roman de Marguerite Duras. Donc en fait, la phrase d'introduction, il y a du pourquoi pas, parce qu'ils sont assis côte à côte sur un banc, le long de la plage, le bruit des vagues et le chant des oiseaux étaient les seuls bruits qui trouvaient le silence passant entre eux. Il y a un côté, voilà, il pose un cadre qui est un peu plus contemplatif, mais après, les dialogues sont teuteux, quoi. Enfin, c'est pas très... Enfin, quoique, ça va en vrai, mais c'est pas... Mais ça change pas beaucoup par rapport au reste, quoi. Enfin, ça reste à peu près les mêmes dialogues. Je crois que plus tard, je lui demande... Ah oui, je lui ai demandé plein de trucs. Ah oui, après, je lui ai demandé des scénarios de jeux vidéo. Oui, je m'étais amusé avec celui-là. Euh... Ah oui, ça c'était drôle. Un concept de jeu vidéo où Perdican est un baron de la drogue. Du coup, ah oui, donc là c'est à partir de On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset. Donc c'est une pièce de théâtre de Alfred de Musset où deux personnages s'aiment, mais la fille Camille a peur de s'engager parce qu'elle a peur de souffrir, alors que Perdican c'est l'inverse. Et du coup ils badinent un peu, ils jouent un peu avec les sentiments l'un de l'autre, et en fait ça finit en tragédie. Donc c'est une pièce de théâtre du 19e, si je me trompe pas. En tout cas, c'est une pièce de théâtre romantique, dans le sens où on a une composante tragique entrecoupée de moments un peu plus humoristiques, quoi. C'est vraiment tragicomédie un peu. Mais là, en jeu vidéo, il me propose un jeu qui s'appellerait l'Empire de Perdican. Ce serait un jeu d'action à la troisième personne dans lequel le joueur incarnerait Perdican, un baron de la drogue qui a construit un empire criminel depuis les bas-fonds de la ville jusqu'au sommet de la pyramide. Le joueur devrait naviguer dans le monde criminel de la ville en faisant des affaires avec des dealers, en recrutant des membres de gangs et en affrontant les forces de l'ordre et les rivaux qui essaieraient de... C'est GTA, quoi. C'est Grand Theft Auto. Il devrait également gérer son empire en investissant dans de nouvelles opérations et en protégeant ses intérêts contre les ennemis qui essaieraient de le déstabiliser. En fait, c'est GTA, c'est Grand Theft Auto avec une dimension peut-être un peu plus simulation-gestion. Ce qui est intéressant, on a envie d'y jouer presque. Euh, L'histoire du jeu serait centrée sur la relation compliquée de Perdican avec Camille, qui sera un personnage important dans l'histoire. Camille serait une avocate qui lutterait contre la corruption et la criminalité dans la ville, et Perdican devrait décider s'il veut l'aider ou la combattre dans sa quête de justice. Les choix du joueur auront des conséquences sur la relation entre Perdican et Camille et sur la fin de l'histoire. Le jeu inclurait également des missions d'infiltration, des poursuites en voiture, des combats à la troisième personne qui mettraient en avant les talents de combat de Perdican. En fin de compte, le joueur devra décider s'il veut se battre pour sa vie de baron de la drogue ou s'il veut laisser tomber tout ça pour une vie meilleure avec Camille. Alors là, je pense quand même que j'aurais une petite critique par rapport à son idée de jeu, c'est que on a envie d'y jouer, on a envie d'y aller, mais c'est peut-être un peu ambitieux. Je pense que à développer ça, ça doit être un nœud pas possible. Là, on est vraiment sur un jeu triple A, quoi. Parce que d'avoir à la fois la dimension Grand Theft Auto, de lui faire lire un bouquin sur un apprenti sorcier qui découvre qu'il a des pouvoirs. On peut essayer, mais en fait le problème c'est que, comme on l'a vu avec le roman d'amour, là, il a tendance à très vite vouloir conclure. Mais on peut essayer, on peut essayer. En tout cas, voilà, pour le jeu, trop ambitieux, je trouve, trop ambitieux. Je pense que là, si t'as pas les moyens d'un Rockstar Game ou d'un Activision ou d'un Ubisoft, que sais-je, et encore même un gros studio, ce serait quand même très dur parce que pour arriver à bien, oui, oui. C'est-à-dire que je trouve pour faire un jeu comme ça, qui soit bon, il faut arriver quand même à bien équilibrer en fait toutes les composantes, la composante RPG avec Camille et Perdican, le côté ah, on va faire ça. Alors, écris-moi un résumé d'une histoire d'un roman. Donc c'est du fantastique, hein, du coup. Le fait que ce soit quelqu'un qui découvre ses pouvoirs
et que ce soit pas déjà... Il me semble qu'il y a cette différence entre le fantastique où c'est le merveilleux qui surgit dans le réel, alors que le fantasy, ce serait plutôt le Seigneur des Anneaux, où on serait déjà dans un univers. Donc un roman fantastique ou euh, ben, un jeune homme découvre qu'il a des pouvoirs et devient apprenti sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il réfléchit un peu, tiens. Oula, est-ce qu'il va y arriver? C'est rare, hein. Là, il y a peut-être eu un truc il y a peut-être eu un problème extérieur à ma requête qui fait que il plante un peu. Résumé. J'aurais dû demander le résumé d'un roman fantastique d'ailleurs, j'ai pas très bien écrit. Où un jeune homme découvre qu'il a des pouvoirs et devient apprenti sorcier. Il réfléchit beaucoup trop. Pour moi, c'est quand il y a un doute dans le silence des anneaux, les Nazgûl existent, c'est un fait. Ah oui. Oui. Bah, c'est-à-dire que dans la fantasy, dans le fantastique, l'air de rien, je sais pas, si on prend le monde de Narnia, on rentre dans le fantastique parce que justement, il y a une coupe. On est dans le réel et puis il y a cette porte vers un monde fantastique et dans Harry Potter c'est pareil. Il y a quand même même dans Harry Potter, même si le monde des sorciers il est coexistant avec le monde des humains et c'est comme ça et c'est pas autrement, l'air de rien, il y a quand même une frontière entre les deux. Les deux ne sont pas censés communiquer entre eux et c'est vrai que quand ils partent avec la bagnole, putain, pourtant je suis pas fan d'Harry Potter, mais bon, voilà, c'est des récits qu'on connaît. Hein. Et quand dans le 2 ils partent avec la bagnole à Poudlard, là, la bagnole volante, on lui reproche justement d'avoir été visible et que ça ait fait du bruit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée le fantastique, enfin le merveilleux, il est quand même caché par rapport au monde réel dans Harry Potter. Même si une fois qu'on est à Poudlard, c'est normal et de toute façon on est dans l'autre monde et on coupe vite. Mais l'intérêt du fantastique, de toute façon, c'est pas de rester trop non plus dans le monde réel, quoi. Enfin, il me semble. Alors, dans ce roman fantastique, un jeune garçon du nom de Harry découvre qu'il possède des pouvoirs magiques lorsqu'il est accepté à l'école de sorcellerie de Poudlard. Là, il rencontre de nouveaux amis et commence son apprentissage de la magie sous la tutelle de son professeur de défense contre les forces du mal, Albus Dumbledore. Donc c'est marrant parce que c'est à la fois, c'est à la fois un plagiat et en même temps il mélange tout quand même quoi. c'est c'est le plagiat d'Ingo Picture de Fantastique, c'est le Horla. Ah oui, le Horla de Maupassant bien sûr. Ah oui, donc là oui, le Horla de Maupassant c'est vraiment c'est là c'est vraiment oui, oui, le Horla de Maupassant c'est un très bon exemple. Là pour le coup, c'est vrai qu'on est plus dans le monde réel et c'est vrai qu'il y a plus ce doute. C'est vrai que là je comprends la question du doute, ouais. C'est vrai que dans le ouais. Oui, oui, le doute. Je l'avais pas vu comme ça, ouais. Il y a beaucoup parce qu'il a lu le bouquin pour te répondre. Bah oui, oui. Ah ouais, c'est possible. Euh... il s'est fait les 8 tomes là, ou les 7 non, les 7 tomes, c'est ça, il y a 7 tomes, il y a 8 films. Harry découvre bientôt qu'il est connu dans le monde magique pour avoir été le seul à avoir survécu à un sortilège lancé par le célèbre et redouté mage noir Lord Voldemort. Alors que Harry progresse dans ses études et apprend à maîtriser ses pouvoirs, il doit également affronter de nombreux défis et dangers, y compris la menace permanente que représentent Voldemort et ses partisans, les Mange-Morts. Ah ouais, mais il me repompe carrément. À l'aide de ses amis et de ses mentors, Harry finit par triompher de ses ennemis et devient un sorcier puissant et respecté. Oui, bon, bah c'est Harry Potter, quoi. Alors moi, j'ai envie de jouer un peu. Ok, réécris-moi ce résumé. Sauf que pour tuer le mage noir
Voldemort. Attends, comment on écrit Voldemort? Voilà, hop. Voldemort. Harry doit détruire un anneau magique de pouvoir qui a été forgé dans un volcan dans une vallée maléfique. On va essayer de le tourner comme ça. Ce résumé, sauf que pour tuer le mage noir Voldemort, voilà. Est-ce qu'il va me faire un mélange entre Harry Potter et qui découvre qu'il possède des pouvoirs magiques qui est accepté à l'école de sorcellerie de Poudlard. Son apprentissage de la magie sous la tutelle de son professeur de défense contre les forces de... Donc là, pour le moment, on est encore dans Harry Potter. Un sortilège lancé par le célèbre mage noir, ouais, pour vaincre Voldemort, doit détruire le pouvoir qui a été forgé dans un volcan dans une vallée maléfique. Avec l'aide de ses amis et de ses mentors, Harry parvient à vaincre ses ennemis et devient un sorcier... Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, je vais supprimer. Ouais, parce que... on peut lui redemander, je pense qu'il a... Alors, raconte-moi... Du coup, je vais faire la même chose avec le Seigneur des Anneaux. Hein. Une histoire fantastique où un jeune homme de petite taille porte sur lui le fardeau ah non, la responsabilité de détruire un anneau maléfique et puissant. Il était une fois un jeune homme de petite taille nommé Frodon. Ouais, en fait, je pense qu'on peut faire ça avec tout. Hein. Il vivait dans un monde imaginaire peuplé de créatures fantastiques comme des elfes, des orques et des hobbits. Frodon était un hobbit, et comme tous les membres de son peuple, il aimait la paix et la tranquillité. Un jour, Frodon reçut un mystérieux anneau en héritage de son oncle Bilbon. Cet anneau était doté de pouvoirs magiques et était recherché par de nombreuses créatures maléfiques désireuses de s'en emparer. Frodon réalisa rapidement qu'il devait protéger l'anneau coûte que coûte, même si cela signifiait quitter sa maison et entreprendre un long voyage à travers un monde dangereux. Accompagné de son fidèle ami Sam et de nombreux autres compagnons de route, Frodon se mit en route, du coup, pour détruire l'anneau avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ils affrontèrent de nombreux dangers et obstacles, mais Frodon ne désespéra jamais. Il était déterminé à remplir sa mission et à sauver son monde de la destruction. Finalement, après de nombreuses péripéties, Frodon arriva au mont Doom, le seul endroit où l'anneau pouvait être détruit à jamais. En dépit de ses efforts, il ne parvint pas à y arriver seul et dut affronter le Seigneur des Anneaux, Sauron en personne, au terme d'un combat épique. Frodon réussit à détruire l'anneau et à sauver son monde et de la domination de Sauron. Depuis ce jour, Frodon est devenu une légende dans son pays et tous les hobbits lui sont reconnaissants d'avoir sauvé leur monde d'une terrible destinée. Ok, bon, le mont Doom, pourquoi pas. J'ai envie de lui demander, est-ce qu'il connaît l'elfique? Peux-tu me traduire ta dernière réponse en langage elfique? J'ai mal écrit elfique? Non, je ne connais pas. Bien sûr! Ah oui, d'accord, il peut traduire en elfique. Et Govanet, Ogwad, un Barahir, Vil Itil, no Frodon, et Reitat. Donc ça veut dire que là,
Ça veut dire que là, concrètement, ce qui se passe, c'est que je peux lui donner un texte et il peut me le traduire en elfique. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que si je veux, je sais pas, par exemple, faire un jeu vidéo ou un jeu de plateau ou un escape game avec des énigmes où il faut traduire un truc en elfique. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait ChatGPT qui puisse, d'une manière ou d'une autre, retraduire dans le sens inverse. En fait, il faudrait pouvoir avoir un truc de traduction. Ou simplement faire parler des personnages dans un film. Quoique, faut en vouloir, je pense, pour un acteur, pour aller chercher le. Pour aller apprendre de l'elfique quand même. Mais pourquoi pas? En tout cas, on peut avoir de l'elfique, c'est super. Moi, je pense qu'on peut faire un truc incroyable avec un univers où il y a des elfes qui parlent en elfique. Et puis, à un moment donné, on arrive sur des peuples basques. Et puis, du coup, genre, aller convoquer des langues comme ça. Euh, Est-ce qu'il peut traduire de l'elfique au basque? Traduire. Et après, je vais redemander de passer au français. Là, ce qui peut être marrant, en fait, c'est de lui faire passer par plusieurs langues et voir ce qui reste du texte à la fin. Badirudi, Batsuk, Egwen, Ziren, Aisugenere, Gache, Chikiko, Batsuk, Zerbichu, Zabala, Artsen, Artsen, Suena, Malefico, et à Boteritsu, Den Anillo, Bat Shunchicheru, oula, Shunchicheko, Ibalete Bachuetan, Frodon Ishena, plus de réseau. Ah! Mince. Moi, il me dit que c'est bon. Moi, il me dit que j'ai du réseau depuis chez moi. Après, c'est possible. C'est possible. Je vis dans un endroit un peu reculé, donc il faut faire un peu des incantations pour avoir du réseau ici. C'est dommage. Dans tous les cas, je reposterai tout ça sur ma chaîne abécédaire. Tac, tac, tac. Ma chaîne secondaire, du coup, sur YouTube. Ma chaîne principale, c'est Ange de la Mort, et l'autre, c'est abécédaire. Bref. Ok. Donc là, pas besoin de s'attarder sur le basque, hein, c'est du basque. Je suis pas nécessairement bascophone, je peux le lire un peu viteuf, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est traduis-moi ta dernière réponse en français. Là, c'est le moment où ça devient marrant quand même, c'est de voir. Il était une fois, il y a longtemps, un jeune de petite qui avait la lourde envie de détruire un anneau maléfique et puissant. Un homme de petite nommé Frodon hérita d'un anneau mystérieux de son oncle Bilbon. Cet anneau avait des pouvoirs magiques et était recherché par de nombreuses créatures magiques désireuses s'en emparer. Ah, il s'en sort pas trop mal, hein. Parti et affronté de nouveaux dangers, accompagné de son fidèle ami Sam et de nombreux autres compagnons, Frodon entreprit un long voyage pour détruire l'anneau. Moi, je pense que quand il retraduit, l'air de rien, il doit comprendre un peu ce qu'il raconte. Et je pense que ça doit aider. Je pense qu'au-delà de traduire mot par mot, je pense qu'il doit réécrire le truc dans une autre langue. J'ai du mal à voir des moments. Malgré ses il parvient à y arriver. Ouais. Ouais. J'ai du mal à voir un moment où il se planterait, où il écrirait un peu n'importe quoi. Est-ce qu'en anglais ça marcherait?
Est-ce qu'en anglais ça marcherait? Moi je pense que ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit réécrire. Plutôt que de traduire, je pense que. Je pense qu'il doit juste réécrire en fait la même réponse, le même résumé de A à Z, mais en anglais, mais avec les mêmes points de. There was once. Ah, c'est bon, je dis. Déjà, je commencerai mal. There was once, long ago, a small young man who bore the responsibility of destroying a powerful and evil ring. Years later, a small young man named Frodon inherited a mysterious ring from his uncle Bilbon. This ring has magical powers and was sought after by many evil creatures who wanted to take it for themselves. Frodon quickly realized that he must protect this ring at all costs, even if it meant leaving home and facing many dangers. Accompanied by his right friend Sam and many other companions, Frodon set out of a long journey to... Ouais, bon, ça me semble... Ouais, ma théorie c'est ça. Ma théorie c'est ça, c'est qu'il doit réécrire le texte. Ah non! Est-ce qu'il va comprendre? Ah si, c'est bon, il comprend. Aquí está mi última respuesta traducida al español. Traducida al español. Había una vez, hace mucho tiempo, un pequeño joven que tenía la responsabilidad de destruir un poderoso y malvado anillo. Años más tarde, un pequeño joven llamado Frodon heredó un misterioso anillo de su tío Bilbon. Este anillo tenía poderes mágicos y era buscado por muchas criaturas malvadas que quieran tenerlo para sí mismas. Frodon rápidamente se dio cuenta de que debía proteger este anillo a toda costa, incluso si eso significaba dejar su hogar y enfrentar muchos peligros. Ouais, moi je pense que c'est ça. Moi ma théorie c'est que sur la traduction, il doit pas tant traduire que réécrire le texte dans une autre langue. Je serais assez curieux quand même d'avoir le détail de... Ben, je vais lui demander en fait. Je vais lui demander... comment fais-tu pour traduire un texte? En fait, il suffit de lui demander. Hein. Fais-tu phrase par phrase comme Reverso ou Google Traduction ou réécris-tu le texte de A à Z comme une nouvelle réponse à partir des points clés de ta réponse mais dans une autre langue. Voyons ce qu'il me répond. Là, je suis parti dans un petit peu un autre sujet, mais c'est important quand même la question de la langue. Ça peut aider à comprendre peut-être aussi comment il écrit. Parce que si en fait il écrit du français qui retraduit... Non, s'il écrit en anglais qui retraduit du français, par exemple, ça peut aider à comprendre sa manière de construire les phrases. Alors que... Alors, pour traduire des textes de l'une à l'autre langue, on analyse chaque phrase, essayer de comprendre pour la traduire de manière cohérente et précise. Ça signifie que je ne simplement pas répéter les mêmes phrases que dans la langue d'origine, mais que je réécris le texte de manière à ce qu'il ait du sens et soit grammaticalement correct. Il est important de noter que la traduction est un processus complexe qui implique non seulement la connaissance de la grammaire du vocabulaire, mais aussi la compréhension du contexte et des nuances de chaque phrase. Mon objectif est de fournir une traduction fidèle au sens et au style de l'original tout en s'adaptant au mieux aux caractéristiques de la langue cible.
Ok, donc en fait, ce qu'il m'explique là, c'est qu'il fait bien une traduction, mais il essaye de comprendre le contexte. Donc peut-être que par rapport à un traducteur, on va dire, mécanique, lui, il va plutôt essayer de comprendre à quoi, vu qu'il a appris à quoi correspondent les mots, je pense qu'il doit être en train de dire, ok, ce mot-là, ça renvoie à tel concept, à telle idée, du coup, dans telle langue. Je pense que, et peut-être que tel mot avec tel mot, du coup, ça induit telle traduction. Il y a moyen que ce soit un plutôt pas mauvais traducteur, du coup, si ce qu'il dit est vrai et si c'est vraiment... hmm. Euh, ok, ok. Mince, j'avais une question, mais j'ai oublié. Euh, comment as-tu appris la langue elfique? Ça m'intéresse. Comment il connaît l'elfique? Fictive créée par l'auteur Tolkien, oui, donc ça Comme je n'ai pas appris la langue elfique de la même manière qu'un humain. Mon algorithme a été entraîné sur un grand nombre de textes en différentes langues, y compris la langue elfique, afin de pouvoir la comprendre et la traduire. Créé par Tolkien est très complexe et qu'il a inventé de nombreux mots et règles grammaticales a été conçu pour comprendre et reproduire ces règles et mots afin de pouvoir traduire de manière précise et cohérente. Ok. Com- combien de textes en elfique connais-tu? Du coup, combien... Oui, non mais... Je sais que tu peux comprendre et... Moi, je veux savoir combien tu en connais. Sur un très grand nombre de textes en différentes langues. Oui, mais ça, j'ai compris. Oh non, il me répète. Mais je sais que c'est fictif, mais combien il en a écrit de textes en elfique? Il n'est pas parlé comme langue maternelle. Ok, oui, c'est bien. D'accord, donc en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que du coup, il a sans doute dû apprendre peut-être des règles qui ont dû être couchées sur papier, quoi. Ah oui, alors là, il a carrément arrêté de répondre. Ok, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Si je lui demande de m'écrire, ok, peux-tu me traduire le... Est-ce qu'il utilise d'autres alphabets? Le résumé de l'histoire en hébreu. Ah oui, il utilise d'autres alphabets. D'accord. Donc l'hébreu, il connaît. Euh... Hi, hi, hir, hi, faim, lefeni, achaba, echaba, zamen, kiber, tsaïr. Ouais, bon, ça arrête que je lise l'hébreu là. Ok, donc, ok, c'est bien. Donc, je vais devoir attendre qu'il finisse d'écrire en hébreu. Donc, il peut écrire dans d'autres alphabets. Est-ce qu'il peut me l'écrire en paléo-hébreu? Maintenant, c'est ça la question. Qui n'est plus parlé et qui a évolué au fil du temps. Oula. C'est pas le paléo-hébreu qui a évolué pour donner l'hébreu mot. Voilà. Donc là, on le prend en flagrant délit d'erreur. Euh, D'accord.
Donc le paléo-hébreu, ça a donné l'hébreu. Et l'hébreu biblique, du coup. L'hébreu moderne, c'est un peu autre chose, parce que l'hébreu moderne, ça a été un peu réinventé, quoi. Donc c'est... Donc il veut pas. Ok. Donc, peux-tu me traduire ta dernière réponse en hébreu biblique? Parce que là, il y a une nuance, c'est à savoir, est-ce qu'il va être capable de me réécrire, du coup, sa dernière réponse, non pas en hébreu, comme précédemment, mais alors là c'est le moment où je commence à m'amuser en termes de linguistique, on est plutôt sur l'écriture créative, que de tester un peu quelles sont ces balises un peu linguistiques. Ah, il réfléchit quand même. Il réfléchit, comment je vais faire ça? Est-ce qu'il va avoir la vocalisation surtout, c'est ça la question. Parce qu'il est en train de se dire, alors attends, l'hébreu ok, mais l'hébreu biblique? Ah oui, il réfléchit, je lui ai posé une colle là. Ah non, c'est bon, il me le sort. Alors, visiblement... Ah oui, non, mais non, vu que c'est pas le même texte, ça ne marche pas. Ouais. Alors, c'est intéressant. Donc là, il est possible qu'il ait changé la grammaire, enfin la grammaire, euh, comment dire, qu'il écrive vraiment en hébreu biblique, dans le sens où c'est pas forcément les mêmes règles, voilà, de construction de phrases, de tout ça. Donc là, il a potentiellement changé, bah ouais, la syntaxe surtout, je pensais, la grosse différence. Mais par contre, il ne me vocalise pas le texte. C'est intéressant. Alors, pour la petite histoire, là, je rentre dans des trucs un peu pointus. On peut en sortir après, hein, n'hésitez pas à dire au secours dans le chat. Euh, mais ce qui est intéressant, en fait, la vocalisation, c'est quelque chose qui est arrivé tardivement, en fait, hein. L'hébreu biblique, souvent on le reconnaît parce qu'on a ces petits points, ces petits traits qui ne sont pas présents là, au-dessus des lettres et en dessous des lettres, qui indiquent en fait parce que c'est que des consonnes, mais quelles voyelles on rajoute. Mais en fait, ça a été rajouté par des moines, enfin par des moines, par des rabbins, je crois au 6e siècle, si je ne me trompe pas. J'ai oublié leur nom, tiens. J'ai oublié leur nom. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose en fait de très tardif. Et les mystiques, en fait, se sont un peu levés contre ça. Ils aiment pas ça, les mystiques, parce que en fait, la vocalisation fige le sens du texte. Parce qu'on est là en présence d'une langue bah, comme l'arabe, hein, qui est une langue qu'on dit sémitique, où en fait on n'a que des consonnes, et la vocalisation, si elle est présente, elle est autour des consonnes. Mais naturellement, on n'a pas forcément de vocalisation en hébreu. Et donc en fait, c'est en fonction du contexte qu'on sait comment vocaliser, parce qu'on connaît les mots. Mais en soi, la vocalisation, une mauvaise vocalisation n'entraîne que très peu d'incompréhension du sens, en fait, au final. Il n'y a pas besoin de bien vocaliser pour qu'on comprenne les mots. Alors que dans une langue latine, comme le français par exemple, si je dis quelque chose, par exemple, Segeda Kokchaz, là tout de suite on comprend plus rien à ce que je dis. Et pourtant j'ai toujours dit si je dis quelque chose. C'est. Voilà, on n'a pas le même rapport aux consonnes voyelles. Euh, Allez, une dernière traduction. Traduis-moi ta dernière réponse en japonais. Parce que c'est très beau aussi le japonais. Bien entendu, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas mal, ça veut dire qu'on peut discuter avec quelqu'un en japonais grâce à ChatGPT, dans le sens où c'est un bon traducteur. Bon, allez. Sur quoi je vais revenir? Peut-être revenir un peu sur le roman SF. Ah mince, il veut pas, il continue d'écrire. Si, le roman SF.
Donc là, on voit dès le début voilà, que ça va pas, quoi. Le ciel était d'un bleu pur ce matin-là. Il commence toujours par la météo. Tu demandes de m'écrire le début de quelque chose, c'est la météo. Mais la météo, version neuneu, hein, c'est vraiment le ciel était bleu pur, ouais, c'est bon, quoi. Euh, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un rapport très romantique à la météo. Donc là, il raconte n'importe quoi, il raconte toujours n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Moi, il y a un moment quand même qui m'a beaucoup amusé. Voilà, c'est au moment où Jacques Chirac revient. Déjà, il commence. Déjà, on va voir un marabout. On lui demande de ressusciter Jacques Chirac. Jacques Chirac revient, il dit: Je suis de retour et je suis prêt à vous aider à sauver votre président. Jacques Chirac, bon, bref. Puis, je lui dis: Oui, oui, fais-lui raconter un long monologue sur les pommes. Parce que vous savez, Jacques Chirac mangeait des pommes. Donc, Jacques Chirac a regardé le groupe de personnages et le Dalai Lama avec un air grave. Je suis heureux de vous revoir, a-t-il déclaré, et je suis prêt à vous aider à sauver votre président Emmanuel Macron. Mais avant de commencer, il y a quelque chose dont je veux vous parler, c'est très important. Là, c'est déjà drôle parce qu'il met une espèce de gravité du coup dans la manière dont il va annoncer tout ça. Et vous allez voir que dans la manière dont il écrit après, il y a un côté très didactique, en fait. Très didactique. Et du coup, ça devient drôle parce que on dirait une mauvaise publicité pour manger des fruits et des légumes. Il s'agit des pommes. Ah non, pardon, d'abord, de quoi s'agit-il, monsieur le président, a demandé Maria. Il s'agit des pommes, a répondu Jacques Chirac. Je suis sûr que vous avez entendu parler de leurs bienfaits pour la santé. Mais je veux vous dire à quel point il est important de manger des pommes régulièrement. Nous savons que les pommes sont bénéfiques pour la santé, a déclaré le Dalai Lama. Mais pourquoi est-ce si important? Je vous dirai, peu importe pourquoi le Dalai Lama, voilà, on est sur un récit de science-fiction un peu à la con que j'ai écrit avec ChatGPT, je rentrerai pas dans... Bref. Les pommes ont de nombreux bienfaits pour la santé, a expliqué Jacques Chirac. Elles sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Elles peuvent aider à prévenir certaines maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. Elles peuvent également améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Les pommes peuvent également aider à perdre du poids et à garder la forme. Cela semble très bénéfique, a déclaré Maria. Mais comment manger des pommes régulièrement peut-il nous aider à sauver notre président? Mais c'est très simple, a répondu Jacques Chirac. En mangeant des pommes régulièrement, nous serons en meilleure santé et plus en forme pour affronter les défis qui nous attendent. Nous serons plus forts et plus résistants. Et nous aurons l'énergie nécessaire pour mener à bien notre mission de sauvetage. Le groupe de personnages de la Dalai Lama ont écouté attentivement le discours de Jacques Chirac sur les bienfaits des pommes. Ils ont été impressionnés par ça, je ne sais quoi. Il a arrêté de répondre. Voilà, après il me fait un vaisseau en forme de pomme et tout pour être dans l'espace, c'est très très drôle. Peut-être qu'on reviendra sur ce récit à un moment donné. Peut-être qu'on y repartira, peut-être juste on picorera de temps en temps dedans. Parce qu'il est un peu long quand même ce récit de SF à la con. Peut-être qu'on réécrira des récits de SF à la con, parce que c'est drôle. En tout cas, je pense que je vais essayer d'écrire quelques récits comme ça, un peu différents, parfois un peu à la con, et essayer de les compiler peut-être dans une édition à un moment donné, je trouve que c'est un sujet intéressant quand même d'observation, de voir comment un algorithme écrit, comment même, voilà, comment on peut le diriger. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un outil d'écriture convaincant, hein, ça c'est clair et net. Mais ça raconte des choses en fait sur le programme en lui-même et sa plasticité d'une certaine manière. Sa plasticité littéraire, j'ai envie de dire, mais aussi ses limites et ses biais, quoi. Et d'une certaine manière, en fait, en faisant écrire ChatGPT, pour moi, on lui fait générer un peu un portrait de lui-même, c'est-à-dire que dans sa naïveté, mais sa grande culture, sa grande culture teintée de naïveté, entre guillemets, et d'optimisme et de tout ça, ça raconte pas mal de choses sur ce qu'il a ingurgité, sur la manière dont on l'a entraîné à répondre. Et voilà, pour moi, on est dans quelque chose qui nous raconte, qui nous régurgite, on va dire, des récits vus, revus. Voilà quoi,
c'est Disney en fait. C'est complètement. Enfin, pour moi, il y a le spectre de Disney ou même juste de Hollywood qui plane sur ChatGPT. Et en même temps, c'est pas étonnant. C'est un outil qui a été développé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Voilà, c'est un outil qui ressemble à ses créateurs d'une certaine manière. Des États-Unis. Voilà, enfin des États-Unis. Des États-Unis, des riches, puissants. Enfin, c'est beaucoup de superlatifs, mais qui représentent un univers narratif, pour pas dire culturel. Pardon, c'est un petit mépris perdu comme ça. Mais oui, oui, non, c'est un univers, ça raconte un univers narratif qui est celui-là. Et voilà, et après, comment s'en sortir avec ça? Comment, en tant qu'outil, on peut s'en sortir pour le faire aller ailleurs? C'est compliqué. C'est compliqué, et d'une certaine manière, on se rend compte que ça va pas être forcément très évident. Par contre, c'est un outil qui, quand même, peut être très bon pour faire des résumés, en fait, pour faire des choses factuelles et didactiques, il va être très bon, ChatGPT. Parce qu'il est factuel et didactique. Par contre, pour faire de la littérature, là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Il faut aimer le style didactique, quoi. Et factuel. Mais par contre, ça peut être intéressant pour faire de l'humour. Mais à ses dépens. C'est-à-dire qu'on se moque un peu de ChatGPT. On le tourne un peu en dérision, mais voilà, ce côté très didactique, très premier degré, moi je trouve ça hilarant. Et c'est pour ça que j'ai écrit là cette espèce de roman d'une trentaine de pages de SF complètement absurde qui se termine quand même par la phrase, une phrase merveilleuse. Je pense, en fait, moi quand il m'a sorti cette phrase, je me suis dit c'est bon, c'est la meilleure fin qu'on puisse imaginer. Il me termine quand même. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi Bernard-Henri Lévy intervient dans ce récit, mais bon, voilà, il se termine quand même par « Et bientôt, tout le monde vit paisiblement et en harmonie sur Nova Prime, grâce à l'aide précieuse de Bernard-Henri Lévy. » J'ai rien à déclarer sur Bernard-Henri Lévy, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est très très drôle. C'est que Bernard-Henri Lévy, c'est une personnalité publique, mais du coup c'est un peu comme un personnage en fait à part entière, et donc il a une manière de s'inscrire dans la vie publique, voire géopolitique, qui est la sienne. Quoi qu'on en pense, hein, je ne veux pas, j'en suis, le sujet là, c'est pas Bernard-Henri Lévy pour ou contre, hein. Peut-être que ce sera un jour et là on pourra en parler, mais mais voilà, c'est drôle quoi, c'est drôle. Grâce à l'aide précieuse de Bernard-Henri Lévy. Et après, du coup, une chose intéressante, c'est qu'après, on peut lui demander aussi de trouver des titres pour les, pour les récits. Et je vous avoue que je me suis bien fondu la poire, quoi. La pomme de l'espace, la quête de Bernard-Henri Lévy, c'est... c'est la pomme de la quête de Bernard-Henri Lévy, je suis pas sûr que ça marche. Alors, moi, par contre, voilà. Moi, le titre que j'ai choisi, par rapport à ce qu'il m'a proposé, c'est À la croisée des univers, la pomme de l'espace. Ça, je trouve ça très très beau. Là, mais voilà, il a fallu lui en faire sortir des titres et lui demander, voilà, articule-moi ça avec les pommes, essaye d'en faire des devinettes. Enfin, ça a été, voilà, il faut se battre un peu avec ChatGPT pour en obtenir des choses intéressantes. Par contre, il est incapable de me faire un résumé. Donc là, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur sa capacité de synthèse tombe à l'eau. Parce qu'en fait, je lui fais écrire tellement de choses très différentes que... Par contre, peut-être que je peux lui demander... peux-tu me résumer quel rôle a Bernard-Henri Lévy dans cette histoire. Ah, par contre, là, sur un truc précis, il me dit. C'est un personnage secondaire. Il est décrit comme étant devenu ermite depuis la disparition de sa magnifique femme, Ariel Dombal.
Le groupe de personnages doit partir en expédition pour le trouver et l'inviter à participer à leur mission de sauvetage d'Emmanuel Macron, qui a été exilé dans une... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça qui se passe. Alors, c'est... c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron, il fallait le libérer, mais la Terre a été détruite par Kim Jong-un quand on est parti. Peu importe pourquoi, comment. Et ce qui se passe, c'est qu'on abandonne Emmanuel Macron parce qu'il faut trouver une autre planète. On s'installe sur Nova Prime parce que justement, il faut se... Voilà, mais Emmanuel Macron, ça devient un objectif secondaire. Et Emmanuel Macron, il revient pour se venger sous les traits de Dark Vador. Et en fait, Bernard-Henri Lévy, on va le chercher pour négocier avec Dark Vador pour qu'il redevienne gentil et qu'il redevienne Emmanuel Macron et qu'il vienne vivre avec nous. Enfin, après, est-ce que Emmanuel Macron est gentil? Ça, pareil, c'est un autre débat. Mais, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de faire revenir Dark Emmanuel Macron sur le droit chemin. Et c'est pas du tout ce qui me résume là. Là, il fait des mélanges. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut pas me faire de résumé global de tout le récit, parce qu'il a très bien compris que ça va être compliqué, quoi. Cependant, cette partie... Attends, quoi? Cette partie de l'histoire est assez floue et il est difficile de comprendre comment Bernard Lévy a réussi à convaincre les extraterrestres, à quel moment cela s'est produit dans l'histoire. Je vous invite à reformuler votre question après cet aspect de l'histoire si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce sujet. Ah oui, mais c'est de ta faute. Cette partie de l'histoire... Là, c'est le moment où je m'engueule avec ChatGPT. Flou. Alors, donc là, je vais lui demander de me réécrire une partie de l'histoire, mais qui en fait n'existe pas. Il me dit ouais, c'est un peu flou, je comprends pas trop. En fait, c'est un peu flou, tu comprends pas, tout simplement parce que ça n'existe pas. Mais du coup, je vais quand même lui demander de l'écrire avec des détails des dialogues. Donc là, il bug un peu parce qu'il dit comment ça, c'est de ma faute. je, je le mets beaucoup dans l'embarras aujourd'hui, ChatGPT, visiblement. D'habitude, il a du répondant, mais là, il est en train de se dire attends, quoi. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous écrire cette scène de l'histoire. Je n'ai pas assez d'informations sur cet événement pour pouvoir le décrire de manière cohérente. Vous avez décrit Bernard Lévy comme étant devenu ami depuis la disparition de sa magnifique femme Ariel Dombal, et comme étant convaincu par le groupe de participer. Hein. Cependant, vous n'avez pas précisé comment il a réussi à convaincre les extraterrestres. Eh ben, invente! Mais invente! Mais putain, mais il me. Là, c'est le moment où il m'embête. Eh bien. Tu as carte blanche. Là, ChatGPT, il est dans un état d'esprit, mais qu'est-ce qui m'emmerde là avec son Bernard-Henri Lévy. Donc on est sur un direct détente. Hein. Là, vraiment, c'est... Je vous ai déjà fait des conclusions sur le chat, sur machin. Là, on continue de jouer avec ChatGPT. Merde, est-ce que j'ai mis la bonne... Générer des histoires... Oula, je l'ai très mal écrit ça. D'accord, il faut que je corrige certaines choses. D'ailleurs, je me demandais...
Je sais pas comment on peut récupérer le chat. Ah! Ok, bah je vais... On va relancer... On va relancer. Ok. Ah, en fait, d'accord. En fait, je pense qu'il a compris que il y avait une incohérence dans le fait de rajouter cette scène, que cette scène n'avait aucune place dans l'histoire, que c'était impossible de l'imbriquer. Et donc voilà. Il va pas me dire qu'il s'était trompé, hein, bien sûr, mais mais en fait, ouais, je pense que il a dû faire des calculs là, mais attends, parce que Bernard-Henri Lévy, moi je comprends pas comment il convainc les extraterrestres. Du coup, je lui dis, vous étiez là, hein, mais du coup, je lui dis, ouais, vas-y, invente-moi comment il les convainc. Et là, il comprend que c'est pas possible. Et là, il comprend qu'il y a une équation qui marche pas, qu'il a dû se tromper quelque part. Bon, bah, soit. Bah, qu'est-ce qu'il me raconte, tiens raconte-moi le parcours de Emmanuel Macron dans cette histoire. C'est intéressant hein, de lui faire refaire des petits résumés. L'histoire que vous avez écrite, Emmanuel Macron. Alors, ça va pas aller. Oula. Donc là, vraiment, il met. D'accord. C'est pour ça qu'il voulait pas me faire de résumé. Donc, dans l'histoire que vous avez écrite, donc c'est faux. Hein. Emmanuel Macron est présenté comme étant le président des États-Unis. Et il est assassiné par un voisin désespéré de ne plus avoir accès à Netflix. Ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, le président des États-Unis, c'est pas Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron vient pour l'aider après. Plus tard dans l'histoire, il est pris en otage par des extraterrestres qui exigent que la Coupe du Monde de football au Qatar soit annulée. Mbappé s'oppose aux extraterrestres et compte monter une résistance footballistique. Finalement, Emmanuel Macron est exécuté de manière footballistique par les extraterrestres. Quoi? Mais quoi? Il est ensuite envoyé en prison dans une galaxie lointaine, mais le monde est en deuil. Plus tard encore dans l'histoire, il revient sous la forme de Dark Vador et tente de se venger de ne pas avoir été secouru. Cependant, il est finalement convaincu par Bernard-Henri Lévy et devient un allié du groupe de personnages. C'est tout ce que j'ai pu déduire de l'histoire que vous avez écrite. Si vous avez des questions spécifiques, comment peut-on exécuter quelqu'un de manière footballistique? Là, je commence à vraiment trouver ça très amusant, cette histoire. C'est l'homme face à l'absurde. Cette expression n'a pas de sens précis et n'est pas utilisée dans la vie réelle. Il est possible que dans l'histoire que vous avez décrite, cela signifie « Ah, c'est bien, il prend des pincettes » et est étudié de manière liée au football, mais sans plus de précision. Il est difficile de dire exactement ce que cela signifie. Il est important de noter que l'exécution de quelqu'un est un acte grave et inacceptable, quelles que soient les circonstances, et il n'est pas approprié de plaisanter à ce sujet. Bien sûr, mais peut-être qu'il n'a pas vraiment perdu la vie vu qu'il va en prison. Mais peut-être...
C'est lunaire hein, comme échange avec ChatGPT là. Ah ouais, là, c'est une grosse réflexion. Peut-être qu'une exécution footballistique n'entraîne pas la mort, virgule, puisqu'Emmanuel Macron s'en va en prison et qu'il revient sous forme de Dark Vador. Vous avez 4 heures. Ah ouais, mais là il passe le bac de philo, là, le... Ok, alors je vais essayer de descendre la truc parce que je suis en train de m'avachir là comme un gros... Ah. Ah, d'accord. Si elle a été envoyée en prison, et plus tard... Cela ne semble pas avoir de lien avec le football. Une personne est un acte... Mais non, mais... Ouais, il est confus. ChatGPT est un Pokémon confus et il se blesse dans sa confusion. La preuve, il n'y a plus. Mais la preuve, il n'arrivait plus à répondre tout à l'heure. Et il continue de réfléchir là. Il se dit, ok, 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 voilà. Non, mais de toute façon, c'est pas bien. Mais par rapport à ce qu'il dit, du coup. Ouais. Ouais, l'humour, c'est pas son truc quand même. Bon, et ben sur ce, moi je vais vous laisser. Donc de toute façon, ce live, enfin ce direct va être rediffusé sur YouTube, sur ma chaîne ABCDR. ABCDR, je vais vous l'écrire ici. Hein, ABCDR. Mais il est très probable que vous voyez déjà cette vidéo sur cette chaîne YouTube, donc ça sert à rien de vous l'écrire. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de m'amuser un peu sur ChatGPT. Je pense que je reviendrai m'amuser sur ChatGPT, peut-être un peu sur Dali aussi, certainement pas beaucoup sur Midjourney parce que j'ai déjà eu ma dose de Midjourney. Peut-être qu'on pourra faire une revue des images par contre que j'ai faites sur Midjourney pour en parler, pour discuter de Midjourney, ses limites, pourquoi c'est horriblement kitsch et pourquoi c'est déjà mort dans l'œuf. Oui, je suis très objectif sur cette question. Euh, voilà, sur ce, je vous dis euh, à bientôt, je l'espère, pour un prochain direct ou une prochaine vidéo.